Il existe un homme qui dédia sa vie au secret des Pokémon. Vous avez peut-être découvert ses thèses sur les dieux, la bêta, les légendaires, jusqu'à ce qu'il aille trop loin et enquête sur l'interdit. Depuis ce jour, personne ne le revit. Dans les nombreux manuscrits qu'il laissa, une note attira son assistant. Elle parlait des méchants, des teams adverses dans Pokémon. Leur but inavoué, leur scénario secret et la critique politique qu'ils faisaient de notre monde. Il fallait répondre à ces questions. C'était peut-être l'unique occasion de retrouver un jour le professeur. Un seul homme pouvait relever ce défi, son plus proche assistant, le docteur Pokémon Junior. Ganon, Sephiroth, Wesker, GLaDOS, des méchants bien connus et redoutés du jeu vidéo. Mais qu'en est-il des méchants dans Pokémon? Bon, je crois qu'on peut continuer tranquille. Ces organisations sont sous-estimées, pourtant elles ne manquent pas de cruauté et de charisme. Et c'est ce que nous allons voir dans cette chronique relatant les 5 teams de l'univers Pokémon. C'est parti. La Team Rocket, organisation criminelle de la région de Kanto. Un but, la domination du monde par tous les moyens criminels possibles. C'est la team la plus présente dans l'univers Pokémon sous toutes ses variantes. Jeux vidéo, dessins animés, mangas, films, cartes à jouer, jouets. Voici une petite liste des actes perpétrés par la Team Rocket. Car oui, Giovanni n'est pas une vierge. Cambriolage, prise d'otages, mise en esclavage de Pokémon, idée de mise en place de marché clandestin de vente de Pokémon, d'un marché noir de vente de queues de Ramolos. Oui, couper des queues de Ramolos. Si vous voulez couper des queues pour vous faire du fric, coupez des queues de Wailord, ça mesure 2 mètres le truc. Il y a un business à se faire les gars. Elle est menée par son leader charismatique Giovanni, surnommé le boss ou le patron. Bon les gars c'est relou là. Voilà. Merci. Voici tous les autres membres de la Team Rocket. Jesse et James de la série animée sont bien entendu présents. Cette organisation peut être bien comparée par ses aspects à une mafia italienne. Giovanni est en effet un personnage très imbu de lui-même, représentant un petit peu l'archétype du parrain de la mafia italienne. Coupe brossée, petit costard, petite Lacoste. Attendez, il a pas l'allure d'un vendeur de tacos. Il possède une fortune considérable accumulée au fil des ans, ce qui lui permet d'avoir une organisation extrêmement sophistiquée et bien organisée. En connaissance des objectifs et des actes horribles de la Team Rocket, est-ce que on peut dire que cette team est réellement méchante? Giovanni par exemple possède-t-il une sensibilité? Il est vraisemblable que le père du rival aux cheveux rouges de la 2ème génération est Giovanni. Parce que oui, on les croise en pleine dispute dans l'événement Celebi. Et c'est Celebi qui nous ramène 3 ans avant justement pour assister à cette scène. Giovanni présente donc une toute autre figure du mafieux italien perpétrant des actes horribles, mais ici la figure du papounet dépassé par l'adolescence de son fils. Ah, il nous fait presque pitié dans cette scène, Giovanni. Je ne deviendrai jamais comme toi. Je ne serai jamais un de tes avortons qui se regroupent en troupeaux et qui se prennent pour les rois du monde. Je serai un homme puissant. Et je le deviendrai seul. Seul! Et c'est peut-être un père dépassé pour son fils, mais un réel père pour l'organisation de la Team Rocket. Ces sbires crient à l'aide de la tour radio. Ils veulent le retour de leur chef. Peu importe toutes les raclées qu'il a pu prendre par le joueur. Ils se fichent de ça, car ils veulent leur chef. Lui seul est capable de gouverner la Team Rocket. Mais Giovanni, encore une fois battu, ne peut pas se montrer sans honneur à ce sous-fifre et décide encore une fois de se retirer. Cela renforce un petit peu ce côté famille au sein de l'organisation. Bon, l'organisation vole bien 2 babioles à la Sylph SARL. L'Ultime Master Ball et la Scope Sylph. C'est pas du tout grand chose, arrêtez. Personne n'est parfait. Et tout cela a une utilité en plus. C'est pour lui. Ouais, Mewtwo. Comme vous le savez, il est de type Psy. La Team Rocket désire le Scope Sylph pour voir et capturer un spectre. Comme le type Spectre est super efficace face au type Psy, cela affaiblira et permettra peut-être d'attraper Mewtwo. Et finalement, la Master Ball n'est juste là qu'en dernier recours. Vous voyez que c'est pas gratuit. Cependant, si les vols ont lieu, car oui, j'avoue, ils ont quand même un petit peu enfreint la loi, c'est parce que malgré l'ampleur alarmante de la situation, la Sylph SRL n'a pas voulu coopérer. La Team Rocket a dû donc employer des grands moyens, ils n'avaient pas le choix. Oh, vous êtes pas convaincus? Oh, ils sont sympas ces gars, regardez cette jolie tête, mignonne, adorable. Cela reflète l'innocence et l'amitié. Tu le critiques, mais finalement, jeune joueur, quel est ton rôle? Tu captures des Pokémon en masse? Tu combats sans relâche tes Pokémon jusqu'à l'épuisement? Avec des attaques mélangeant brûlure, poison, paralysie? Tu cherches à faire du profit pour acheter plus de bols, pour en attraper toujours plus? Tu provoques des glitches pour obtenir plus de Pokémon? Tu ne peux pas t'en passer. Maltraiter ces bêtes devient une véritable addiction. Et si c'était toi le méchant? Qu'en penses-tu? La Team Flare est l'organisation maléfique de la région de Kalos. Elle est dirigée par Lysandre, secondé de ses 5 lieutenants.
Les membres de l'équipe sont tous très centrés autour de leur chef. Toutes les actions réalisées par l'équipe sont faites dans son sens, sans y déroger. Leur objectif consiste à recréer le monde avec une poignée d'élus selon l'image de l'esthétique, en exterminant êtres vivants, Pokémon, bâtiments, tout ce qui à leurs yeux peuvent le dégrader. Oui, un objectif très ambitieux, certes, mais comment le réaliser? En faisant ressurgir du sol l'arme suprême. Une arme qui a servi à AZ il y a 3000 ans. Il avait ressuscité son Floette, perdu dans une guerre Pokémon. Il avait détourné ensuite en arme de guerre pour se venger des créatures qui avaient osé toucher à son meilleur ami. Tous ces Pokémon morts par l'arme suprême. Floette a donc pris cela comme un sacrifice pour sa simple vie, et a préféré se retirer à jamais de son ami AZ. Triste histoire, n'est-ce pas? Moi aussi j'ai pleuré dans Pokémon Y. Pas vous? Ah bah pas du tout, moi non plus j'ai jamais pleuré. Mais qui a dit ça? Moi je suis pas comme ça. Détruire tout ce qui est impur grâce à une arme surpuissante pour créer un monde nouveau. Cela nous fait penser à personne? Bras levés chez certains dresseurs flariens? Une culture liée à l'esthétisme très strict? Génocide de tous les êtres vivants avec une arme suprême? Suicide de Lysandre dans son bunker? Allons public, rien nous fait douter? Par rapport à la culture du beau et de l'esthétisme dans cette team, le beau et le bon, kalos kagatos en grec, le kalo kagatiel, la condition de celui qui entretient l'idéal de la conduite personnelle, l'expression était utilisée pour décrire un certain idéal de l'humain, tant sur le plan intellectuel et moral que sur le physique, les deux allant de pair selon les Grecs. Et cette idée peut être au cœur des objectifs de l'organisation, mais elle est adoptée à l'échelle de Kalos et de cette 6ème génération. Choix du physique du personnage, apparition des magasins de vêtements et accessoires, ben ouais, maintenant on peut être sacrément beau gosse. L'idée de Lysandre n'est pas finalement si lointaine de la nôtre. Tout cela centré autour de l'image et des stéréotypes qu'ont les étrangers de nous. Enfin, plutôt de Paris. La ville de la beauté et de l'amour. Oui, parce que moi je vis dans le sud, et les clichés qu'on a de nous, c'est pas forcément ça, vous voyez. Une idée opposée au Sophos Kagatos. Germé par Platon. Littéralement, sage et bon. Être bon par la sagesse et non par l'esthétisme. Retenez ça les gars, vous pourrez vous la péter partout. Bon, revenons au petit Lysandre. Potentiellement, c'est le plus grand méchant de Pokémon. Ses objectifs sont monstrueux, immenses, et nécessitent un génocide massif. Mais dans le jeu, c'est le méchant qui se rapproche le plus du joueur. C'est un mec plutôt social. Et on peut même se trouver des points d'accord avec Lysandre. Lui aussi veut éradiquer la misère. Préserver les ressources naturelles. Bon, on apprend qu'il souhaite obtenir cet idéal en génocidant tout le monde. Quand même, était un petit peu refroidi, je le reconnais. Mais on se pose des questions au moment de le laisser se suicider dans son bunker en ruine. Ça nous fait mal au cœur. Moi perso, ça m'a fait mal au cœur. Moi j'ai dit que je pleurais jamais de toute façon. Pour moi, Lysandre n'est pas un vrai méchant. La Team Plasma est l'organisation maléfique de la région d'Unis. Elle se bat aux premiers abords pour la libération des Pokémon, qu'elle considère comme réduits en esclavage. Elle est menée par N et les 7 sages. Parmi eux se trouve notamment Gétis, un homme de pouvoir qui semble avoir ses propres plans pour la région. Et c'est justement suite aux événements de Pokémon Noir et Blanc que la Team Plasma se sépare en deux groupes distincts. Le premier, fidèle à N, souhaite réparer ses erreurs passées, et le deuxième, sous le commandement de Gétis, souhaite prendre le contrôle d'Unis par la force. Deux groupes devenus ennemis, n'hésitant pas à s'en prendre l'un à l'autre. Voici une petite liste de leurs méfaits. Désir de lancer un lavage de cerveau, attaque de musée, vol de fossiles, vol de Pokémon, agression civile, action terroriste. Cette organisation montre une dimension politique et tient de nombreux discours publics, comme on peut l'observer pour la première fois au meeting à Arabelle. Ils mentent en exagérant au possible les points positifs de leurs idées et principes, sans vraiment révéler le fond de leurs pensées. Car tous, dans cette organisation, n'ont pas le même objectif. N'est-ce pas, Gétis? Petit coquin. Oh, on se calme, Gétis. Ok. Partons déjà de leur logo, car en effet, la Team Plasma, parmi toutes les organisations de Pokémon, est la seule ayant une réelle histoire derrière leur blason. Ils s'apparentent au chrisme. Le chrisme est un symbole chrétien, formé des deux lettres grecques X et P, la première apposée sur la seconde. Il s'agit des deux premières lettres du mot Christ en grec, et on le trouve souvent accompagné des lettres alpha et oméga. Ces lettres, encadrant l'alphabet grec, symbolisent la totalité, le commencement et la fin. Mais j'ai l'impression que son lien avec le christianisme peut aller encore plus loin. N lève la main droite sur son trône de roi. La tenue de la Team Plasma s'apparente étrangement à celle des croisés. Dans le jeu, la Team Plasma veut libérer les Pokémon de l'esclavage, comme les chrétiens veulent libérer les hommes de la mécréance. On peut voir que N est quelqu'un de très gentil durant tout le jeu. Celui-ci est d'ailleurs centré majoritairement autour de sa personne. Dans l'histoire, j'entends bien. Comme Jésus, élément principal du christianisme, a l'air d'avoir comme principale qualité son amour. Il y a même la présence de quelques discours faisant penser un petit peu à la religion. Gétis parle de N en disant « il est ma créature », ou encore dans un discours des sages parlant de châtiment éternel pour les rebelles. La Team Plasma n'en a pas moins un côté malsain, et celui qui porte très bien cette face, c'est le sage Gétis, qui dessine ses plans maléfiques en secret pour ses objectifs personnels. Arrête Gétis, tu arrêtes tout de suite. Gétis est le plus puissant et le plus influent des 7 sages de la Team Plasma. C'est lui qui a établi N en tant que roi de l'organisation.
Dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2, il s'autoproclame finalement chef de la Team Plasma. Son plan consiste à s'accaparer du légendaire Kyurem pour le faire fusionner avec Reshiram ou Zekrom pour contrôler et régner sur la région du Nice. Il présentait donc son organisation avec N comme une organisation en faveur de la libération des Pokémon, mais finalement le petit coquin voulait en fait contrôler le monde en étant les seuls à pouvoir les utiliser. Un pur et sale égoïste. Getis a élevé N depuis le plus jeune âge du garçon, à l'abri du monde, sortant rarement, restant dans son palais, avec comme seule compagnie des Pokémon maltraités, tristes, abandonnés par leurs dresseurs. Une éducation bien sûr ordonnée par qui? Getis. Tout cela l'a bien sûr entraîné à éprouver une certaine empathie pour les Pokémon, et en se liguant finalement contre les dresseurs, en ignorant l'existence de Pokémon heureux et captifs. N est un petit garçon gentil au fond. Il se lance donc en quête d'idéal ou de réalité. Les discussions tenues avec N peuvent être très déstabilisantes, ce qui oblige le joueur à se remettre en question vis-à-vis du comportement qu'il a avec les créatures qui l'accompagnent, et sur le principe même de Pokémon. C'est pour ça que N est fort. Des doutes qui s'accentuent au fil de l'aventure, où N découvre finalement qu'un dresseur peut bien apprécier ses Pokémon, et les Pokémon apprécient le contact avec les dresseurs. N passe donc d'une naïveté et d'une innocence croyant détenir la vérité sur la captivité des Pokémon, et se faisant manipuler par Getis, un jeune homme lucide et conscient de ses actes passés, pour créer une pension géante dans les derniers opus de la série. Il a réussi à changer son opinion pour s'opposer à celui qui l'a éduqué. Et ça, c'est un bon jeune homme. Les Team Magma et Aqua sont les deux organisations actives de la région d'Owen. Elles ont chacune un leader, des admins et des sbires. Des objectifs opposés mais de même ampleur. L'un veut agrandir l'espace aquatique avec Kyogre grâce à l'orbe rouge, l'autre la terre avec Groudon grâce à l'orbe bleue. Résultat, cela provoque des catastrophes climatiques énormes sur la région d'Owen, que seul le joueur de 10 ans peut régler en calmant les Pokémon légendaires. Heureusement qu'on est là, nous. Menés par leurs leaders respectifs Arthur et Max, les membres de la Team Aqua et Magma semblent plus guidés par un fanatisme aveugle et une certaine inconscience par rapport aux conséquences de leurs actes que finalement toutes les autres organisations de l'univers Pokémon. C'est simple, ce sont les équipes les plus immatures de tout l'univers Pokémon. Ils ne sont même pas capables de savoir de quoi les Pokémon légendaires sont capables, simplement car ils ne les ont jamais vus. Oui, Kyogre, grâce à son talent crachin, provoque une pluie géante. Owen est donc submergé, la Team Aqua est heureuse. Mais cela indique l'inondation totale de toutes les villes de bord de mer, les habitants de ceux-ci étant noyés, à part moyen de s'échapper. Et comme on ne sait pas quand Kyogre aura la manie d'arrêter son crachin, on peut imaginer à la longue l'inondation totale de toute la région d'Owen, avec la mort certaine de tous ses habitants. Alors pour le coup, oui, l'objectif est d'agrandir l'espace aquatique. Du côté de la Team Magma, oui, énerver Groudon pour qu'il y ait plus de terre, ou s'installer avec les humains. L'organisation est contente, cela provoque une sécheresse énorme, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques à répétition, tout cela arrêté à la seule volonté de Groudon. Comme je vous ai dit, de vrais enfants qui ne réfléchissent pas à la conséquence de leurs actes. Et à la fin de Pokémon Emerald, après avoir dérobé les orbes pour réveiller les Pokémon légendaires à la puissance gigantesque, pour accomplir les objectifs de toute une vie, eh bien, Arthur et Max à Talenopolis sont presque à se tenir la main. Comment ça, je suis trop méchant? Bon, elles ont peut-être un petit peu plus de profondeur qu'elles le laissent paraître. En effet, deux points de vue s'opposent sur l'habitat et le mode de vie des humains. La Team Aqua, en noyant les habitations, obligerait les hommes à devenir plus nomades et vivre des ressources de l'océan sans domicile fixe, vagabonds, naviguant au gré des vents et les marées, sur les mers d'Owen. La Team Magma, en agrandissant les terres, renforcerait la sédentarité et la propriété des hommes, rendant ceux-ci plus fixes et plus attachés à leur patrimoine. La Team Galaxy. Menée par son leader fondateur Helio, elle souhaite obtenir le contrôle des Pokémon légendaires Palkia et Dialga afin d'altérer les dimensions du temps et de l'espace à l'aide de la chaîne rouge et des trois esprits des lacs, créant un nouvel univers purifié dont Helio serait l'unique dieu. Des objectifs toujours aussi modestes. Ses commandants l'aident bien sûr à travers cette tâche faramineuse. Pour y arriver, l'organisation n'hésite pas à réaliser de terribles actions. Vol de Pokémon, actions terroristes, vol de matériel, et contrairement à toutes les autres teams de l'univers Pokémon, la Team Galaxy se montre. Et oui, tous les bâtiments de l'équipe sont visibles. Ils parlent à la population et les intimident, comme avec le professeur Sorbier, et n'hésitent même pas à le bousculer, à l'insulter. Mais celui-ci ne se laisse pas faire et répond avec fermeté. Eh oui, Papy Sorbier a encore de la répartie à son âge. C'est une équipe étant plus que les autres dans une forme d'endoctrinement. Des publicités de propagande sont diffusées sur toutes les télévisions de Sinnoh, favorisant le recrutement dans cette équipe au sombre dessin. Un recrutement très libre et non discriminant, la faisant disposer d'un nombre très important de membres. La Team Galaxy est dirigée par Helio. Cet homme est un individu assez complexe, et se distingue par une considération nihiliste de tout ce qui l'entoure. Un monde dénué de tout sens, de tout but, de toute vérité compréhensible, ou encore de toute valeur. Un monde qu'il considère comme impur. Mais c'est un nihiliste doublé de narcissisme, puisqu'il n'hésite pas à indiquer à plusieurs reprises sa volonté de devenir le dieu du nouveau monde. Que celui-ci ne tourne qu'autour de lui comme ses sbires le font au sein de sa propre équipe.
Car oui, ce fameux monde que désire créer Elio est déjà présent, mais à l'échelle de son organisation. Ces sbires ne sont omnibulés que par la volonté de se faire bien voir par le grand chef Elio. Ah là là, quel amour et quel fanatisme. Mais en retour, est-ce qu'Elio apprécie réellement ses sous-fifres ou les utilise-t-il juste pour arriver à ses fins? Déjà, en examinant toutes les paroles de cet homme, on voit que la majorité relate de philosophie et de réflexion personnelle. Mais jamais de son équipe, comme s'il réalisait ses objectifs seul. Et justement, je vous rappelle qu'en finalité, Elio se fait emporter dans le monde distorsion avec Giratina, aspiré par sa propre folie dans cette dimension infinie. Bon, conclusion. Des organisations différentes, chacune ayant sa personnalité, ses objectifs, ses idées, ses moyens de l'atteindre. Pas simplement 5 abrutis qui sont battus par un gamin de 10 ans sans difficulté. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette chronique. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Commentez-la pour donner vos ressentis et vos avis sur les 5 organisations. Rejoignez les réseaux sociaux de l'équipe Pokémon Trash. Si vous êtes nouveau, n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Et vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne personnelle en cliquant juste ici. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles chroniques. C'était Dr Pokémon. Qui c'est ça? Allô? Brillant, Junior, brillant. Docteur? Mais ce n'était qu'un début. Le monde a des secrets bien plus insondables encore.